Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des instabilités antérieures d'épaule. Le topo a été réalisé par le docteur Daphné Geoffry, sous la direction du docteur Pierre Lavignac. La luxation gléno-humérale touche 1,7% de la population mondiale chaque année. Parmi eux, 97% sont des luxations antérieures et 72% des premiers épisodes. Le sexe ratio est équilibré mais touche deux populations bien distinctes. Les hommes jeunes lors de pratiques sportives et la femme âgée lors d'une chute à domicile. Le risque de récidive touche surtout les populations jeunes. Elle atteint, selon les études, jusqu'à 90% des moins de 30 ans. Nous allons parler des éléments stabilisateurs de l'épaule, en commençant par la stabilisation statique. Elle comprend les contraintes osseuses, capsulo-ligamentaires et labrales. L'articulation gléno-humérale est peu congruente puisque la surface de la glène ne recouvre uniquement un tiers de la surface articulaire de l'humérus. Une atteinte osseuse peut donc rapidement générer de l'instabilité. Classiquement, l'atteinte humérale se traduit par l'encoche de Hill-Sachs, correspondant à l'empreinte laissée par la glène lors de la luxation. Elle est présente dans plus de 65% des cas après un premier épisode. Elle est ici visible sur cette radiographie de face. Les lésions osseuses touchent également le versant glénoïdien. Elles se traduisent par une fracture au pôle antéro-inférieur de la glène, appelée Boni-Bankart. En voici un exemple sur cette image de scanner. Nous allons maintenant parler de la stabilisation capsulo-ligamentaire qui pallie à la faible congruence osseuse. Il existe 3 ligaments gléno-huméraux. Le ligament gléno-huméral supérieur s'insère du pied de la coracoïde jusqu'au trochin. Le ligament gléno-huméral moyen s'insère à la face antérieure de la glène. Enfin, le ligament gléno-huméral inférieur s'insère à la face inférieure de la glène, constituant un véritable hamac. Il est l'élément clé de la stabilité ligamentaire dans le cadre de l'instabilité antérieure. L'avulsion de ce ligament gléno-huméral inférieur, aussi appelé Hagel lésion, est possiblement retrouvée lors d'un bilan d'instabilité. Elle est visualisée ici sur cette image IRM. Pour finir avec les contraintes statiques, le labrum participe à la stabilisation en augmentant la surface articulaire et également en créant un effet ventouse. La lésion labrale la plus fréquente lors d'une luxation antérieure est la lésion de Bankart. Il s'agit d'une fissure labrale mais aussi capsulaire au pôle antéro-inférieur de la glène. En voici un exemple sur cet arthroscanner. Il existe d'autres types de lésions du labrum. La lésion de Perthes est l'équivalent du Bankart, mais sans atteinte capsulaire. L'ALPSA est une fissure labrale associée à un décollement périosté. La glade est une lésion labrale atteignant le cartilage. En voici un exemple. Il existe encore d'autres types de lésions du labrum, non illustrés ici. Par exemple, les SLAP étant dues à la partie antéro-inférieure de la glène. Nous allons maintenant parler des muscles permettant la stabilisation dynamique de l'articulation. En superficie, on retrouve le deltoïde. Il enveloppe toute l'articulation et confère de la stabilité par sa puissance importante. Sous le deltoïde, on retrouve le biceps. Ces deux chefs situés à la partie antérieure de l'articulation gléno-humérale sont utiles à la stabilisation de l'épaule. Enfin, les muscles de la coiffe des rotateurs. Ils permettent de centrer la tête humérale sur la glène lors des mouvements. La luxation antérieure est pourvoyeuse de rupture de la coiffe des rotateurs. Celle-ci touche plutôt les populations âgées, jusqu'à 85% des cas après 60 ans. Lors de la luxation antérieure, il existe également un risque neurologique. Le nerf axillaire naît du tronc secondaire postérieur à la partie inféromédiale de la glène. Il cravate ensuite le col de l'humérus à sa partie postérieure en passant sous le deltoïde. L'atteinte du nerf axillaire, le plus souvent seulement une neuroapraxie, touche plus de 65% des cas. Nous allons maintenant aborder les examens complémentaires. Une radiographie est systématiquement réalisée pour valider la réduction de la luxation, puis elle est réitérée lors du suivi.
Il est alors possible de demander des radiographies de face 3 rotations. On peut facilement déduire de quelle rotation il s'agit en repérant les tubérosités comme illustré ici. Ces radiographies permettent par exemple de démasquer une encoche de Hill-Sachs. L'incidence de face permet de détecter aussi un éventuel Boni-Bancart. Les radiographies standards sont complétées par une incidence de profil et de Bernageau. En pratique, les incidences face plus profil sont suffisantes grâce à l'accès à l'imagerie de coupe. Le scanner permet une analyse osseuse fine. Ici, on retrouve une encoche de Hill-Sachs et sur cette coupe, un Boni-Bancart. L'injection de produits de contraste intra-articulaire permet une analyse fine des lésions labrales, comme ici à droite, une lésion de Bancart. L'arthroscanner permet également de dépister des ruptures de la coiffe des rotateurs, comme illustré ici sur cette vue coronale. Enfin, l'IRM ou l'arthro-IRM trouve tout son intérêt pour la détection des Hagel lésions et des lésions de la coiffe des rotateurs, avec en plus une analyse de la trophicité musculaire. Nous allons maintenant parler des classifications des lésions de passage suite à une luxation antérieure. En 1989, Calandra propose une classification arthroscopique par visualisation directe de l'encoche de Hill-Sachs. Il propose 3 stades selon la profondeur de l'encoche, le grade 1 étant une atteinte strictement cartilagineuse. Dans le grade 2, on retrouve une atteinte de l'os sous-chondral. Et enfin le grade 3, lorsque l'atteinte dépasse l'os sous-chondral. En 1998, Bigliani lui propose une classification du défect glénoïdien selon 3 sous-types. Le grade 1 correspond à un Boni-Bancart. Le stade 2 correspond à un déplacement médial du fragment qui est pseudarthrosé. Enfin, le stade 3 correspond à une perte de substance osseuse divisée en type A si elle touche moins de 25% de la surface de la glène ou en type B si elle touche plus de 25% de la surface. Sugaya, en 2003, utilise les progrès scanographiques pour permettre une évaluation reproductible et fiable de la perte osseuse glénoïdale. Il part du principe que la partie inférieure de la glène est proche d'un cercle parfait. Il permet donc d'exprimer de façon précise en pourcentage la perte de substance osseuse. Ceci est une aide précieuse au choix thérapeutique. Plus récemment, en 2007, Yamamoto a créé une évaluation fonctionnelle pour évaluer une encoche de Hill-Sachs. Il projette la zone couverte par la glène sur la tête de l'humérus, tout en sachant que l'encoche est située de façon plus ou moins médiale sur la tête de l'humérus. En cas de défect osseux sur la glène, la zone de projection sur la tête de l'humérus sera donc modifiée. Il crée le concept de glénoïde track. La méthode de calcul ne sera pas détaillée ici. Elle utilise l'image scanographique. Yamamoto classe donc les encoches en 2 catégories, les on-track dites non engageantes et les off-track ou engageantes dont l'encoche est médiale au glénoïde track. On va maintenant aborder la prise en charge thérapeutique dans le cadre d'une luxation gléno-humérale antérieure. On a vu qu'il existait 2 types de populations différentes et plusieurs types de lésions de passage suite à une luxation antérieure. Le score ISIS, signifiant Instability Severity Score Index, est une aide au choix thérapeutique. Il s'agit d'un score sur 10 points, évaluant le risque d'échec d'une réparation seule d'une lésion de Bancart. Il est constitué de 6 items, le premier étant l'âge au moment de la chirurgie, s'il est inférieur ou égal à 20 ans, ou supérieur à 20 ans. Selon le type d'activité sportive, si elle est pratiquée en compétition ou en loisir. Selon également le type de sport, s'il s'agit d'un sport au bras armé ou un sport de contact ou un autre sport. En fonction ou non de la présence d'une hyperlaxité sur l'articulation gléno-humérale. Selon l'encoche de Hill-Sachs, si elle est visible ou non sur un cliché en rotation externe. Enfin, l'évaluation de la perte de substance glénoïdale visible sur un cliché radiologique de face. Si le score est inférieur à 3, alors il existe un faible risque d'échec d'une réparation d'une lésion de Bancart seule. On peut donc proposer cette procédure.
Si le score est supérieur ou égal à 3, il existe un risque plus important d'échec de réparation d'une lésion de Bankart seule. Il faut donc proposer soit une association de réparation d'un Bankart et d'un remplissage d'une encoche, soit une butée osseuse type Latarjet. L'algorithme de prise en charge suite à une luxation gléno-humérale antérieure est donc le suivant. S'il s'agit d'un premier épisode, on proposera aux populations jeunes de réaliser d'emblée des examens complémentaires afin de dépister les lésions à risque d'instabilité chronique. En fonction des lésions retrouvées sur l'imagerie de coupe, on proposera donc soit un traitement orthopédique seul, soit un traitement chirurgical, si par exemple l'imagerie retrouve un bonibrocard touchant plus d'un tiers de surface de la glène. Il y a donc une indication à réaliser une chirurgie dès le premier épisode. Pour les populations de plus de 60 ans, une imagerie sera proposée uniquement en cas d'examen clinique révélant une suspicion de rupture de coiffe des rotateurs. L'IRM sera souvent plus privilégiée afin de les détecter. On proposera donc en fonction soit un traitement orthopédique, soit une réparation de la rupture de la coiffe de rotateur sous arthroscopie. S'il existe une récidive de la luxation antérieure, on est dans ce cas dans le cadre d'instabilité chronique. Pour les personnes âgées, si l'état général ne permet pas de proposer une chirurgie, ils seront donc orientés vers de la kinésithérapie seule. Si une intervention chirurgicale peut être envisagée, une imagerie de coupe est donc demandée. En fonction, on pourra proposer un traitement chirurgical qui ira de la simple réparation de coiffe des rotateurs jusqu'à l'arthroplastie. En cas d'instabilité chronique dans la population jeune, la question de la chirurgie ne se pose pas. Il faut donc choisir quel type de chirurgie. On s'appuie donc sur le score ISIS. L'intervention consistera donc soit à la réparation d'une lésion de Bankart seule, soit à une butée de type Latarjet ou une association d'une réparation d'une lésion de Bankart avec un remplissage de Hutsax. Le traitement orthopédique consistera au port d'une écharpe coude au corps suite à la réduction de la luxation. La durée de port de cette écharpe est encore controverse. Il faut retenir entre 1 et 3 semaines. Il y aura ensuite une étape de rééducation afin de renforcer les stabilisateurs dynamiques. Nous allons maintenant détailler 3 grands types de prise en charge chirurgicale. La première est la réparation d'une lésion de Bankart. Celle-ci se réalise sous arthroscopie. On réalise un avivement de la zone osseuse dénudée du labrum, puis la mise en place d'une encre afin de réattacher le labrum avec sa capsule. Cette procédure peut être réalisée seule suite à un premier épisode en cas d'homme jeune ayant une forte demande fonctionnelle de type compétition. Elle est également réalisée dans les scores ISIS inférieurs à 3, à condition que la perte de substance glénoïdale soit inférieure à 25%. Il existe plusieurs techniques pour réaliser une butée glénoïdale. Nous allons expliquer ici la technique de Latarjet. Il s'agit d'une prise de coracoïde qui vient se mettre en butée à la face antéro-inférieure de la glène. Elle permet 3 effets. Une retente capsulaire réalisée en fin de procédure, une augmentation du glénoïde tract en augmentant la surface articulaire de la glène et un effet hamac par le sous-scapulaire et le tendon du coracobrachial. Cette procédure est réalisée en cas de score ISIS supérieur ou égal à 3, en cas de perte de substance glénoïdale supérieure à 25% ou en cas d'une association de lésions déstabilisantes. Enfin, le remplissage d'une encoche de Hutsax est une procédure réalisée sous arthroscopie. Après la mise en place d'une encre, on vient chercher la capsule postérieure et le tendon de l'infraépineux pour combler cette encoche. Cette procédure est souvent associée à une réparation d'une lésion de Bankart. Elle est réalisée en cas d'encoche engageante dite off-track ou de large encoche. Elle est bien sûr contre-indiquée en cas de perte de substance osseuse glénoïdale important, auquel cas il faut privilégier la procédure de Latarjet. En conclusion, un seul épisode initial de luxation peut créer des lésions responsables d'une instabilité traumatique.
Il existe deux grands types de patients, les jeunes sportifs chez qui il existe un risque majeur de récidive de la luxation, et les personnes âgées qui, eux, seront beaucoup plus touchées par la rupture de côte rotateur. Il existe 3 principaux traitements chirurgicaux de l'instabilité, la réparation sous arthroscopie d'une lésion de Bankart ou un remplissage d'une encoche de Hill-Sachs et une butée, principalement selon la technique de Latarjet. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez continuer de suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne OrthoStream. Merci et à bientôt.